Bonjour Daniela, Bonjour Maxime. merci d'avoir accepté l'invitation. Donc pour commencer, est-ce que tu me donnes ton consentement pour pouvoir enregistrer et publier la vidéo par la suite? Oui, pas de souci. Je te Bon, alors pour concentre. commencer, Ouais. est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nous, nous dire où tu as été formé, où est-ce que tu pratiques, ce que tu fais. Euh, Tu commences par ce qui te convient le mieux. Alors, moi, je suis Daniela Mora, je suis docteur en psychologie. Ouais, Je fais mes études, moi, je suis d'origine brésilienne, donc j'ai un parcours un peu atypique parce que j'avais fait de la vétérinaire au Brésil, puis après un an de PCMA en France avant d'aller vers la psychologie. d'accord, Donc, j'ai été reçue, parce que j'avais un parcours un peu scientifique, donc j'étais reçue plutôt à René Descartes. d'accord, J'ai fait donc toutes mes études de psychologie, d'accord. euh, toujours avec un intérêt très aigu pour tout ce qui était approche plus expérimentale, Mhm. psychologie différentielle, les statistiques, oui, effectivement, profil très scientifique. Donc, dès Ouais, le départ, j'étais très attirée par une voie master recherche. d'accord, Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, j'ai fait un double master, en fait, recherche et clinique. Donc, j'ai bien fait les heures pour avoir le titre et pouvoir exercer en tant que clinicienne. ouais, Mais mon profil, c'est un profil de chercheur d'accord, euh, et qui était voué, si j'avais pas eu autant d'embauches personnelles, à une carrière plutôt d'enseignant-chercheur, en fait. d'accord. Donc, j'ai fait le Master 1 et le Master 2 à Paris 5 et un Ouais, doctorat qui était un doctorat très pluridisciplinaire. J'étais à l'Necker d'accord, avec une recherche qui était à l'intersection de la psychologie clinique et de la biologie, en fait. Donc, il y d'accord, avait de données croisées, etc. Donc, la biopsychologie. Euh, d'accord. Ok, Mon contact avec la clinique, il a commencé dans mes stages et il a commencé à s'accentuer et j'ai senti cette envie-là de faire de la clinique à la fin de ma thèse mhm. quand on avait déjà répondu à un certain nombre de questions et qu'il fallait trouver des solutions pour les patients. Voilà. D'accord, J'ai un doctorat de l'Université de Paris, René Descartes. ok, Mm. ok. Donc la clinique, elle est venue après, après La avoir clinique, fait suffisamment de statistiques, t'en as eu marre et puis. Non. non, j'adore ça. D'accord, ok. Mais c'est que quand on répond un certain nombre de questions pour une catégorie de personnes qui ont des problématiques qui les impactent tous les jours, à un Mhm. moment donné, même en tant que chercheur, on aimerait bien ainsi apporter des solutions. Et D'accord. donc, j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider ces patients-là Mhm. et de façon assez créative et finalement, parce que comme j'avais eu un profil de chercheur avant, il faut sortir de ses sentiers souvent, il faut s'interroger tout le temps, Mhm. y compris sur ses propres hypothèses. J'ai pas hésité à aller voir dans tout un tas d'approches différentes, qu'est-ce qui pourrait éventuellement aider ces patients-là. Et c'est comme D'accord. ça que j'ai commencé à m'intéresser vraiment à comment passer des questions auxquelles on répond de façon scientifique, plus statistique, à la pratique et dans quelle mesure c'est toujours une ligne droite ou alors voilà, il faut créer autre chose. Ok. Bon, tu vois que j'ai un collègue qui Un écoute derrière. chercheur aussi, il n'est pas là, mais ça ne me dérange pas. Je fais des allers-retours. Alors, Oui. donc finalement, ta pratique clinique, enfin, c'est l'essentiel de ta pratique aujourd'hui, ta pratique clinique alors. Aujourd'hui, alors ça fait depuis 2012 que je Ouais, fais que de la clinique. d'accord. J'ai des articles qui ont été publiés depuis, mais sur des travaux qui étaient déjà en cours, des données qui existaient déjà issues de ma thèse. Mais mon travail est essentiellement clinique Donc, tu es en et cabinet, puis mon j'imagine? activité libérale depuis 2014.
D'accord. Qu'est-ce que tu fais de particulier? Tu fais des évaluations de ce que j'en ai compris et puis aussi des suivis thérapeutiques. Oui, j'ai gardé ce profil un peu euh, pluridisciplinaire presque parce que je suis Mhm. formée en psychologie clinique, Ouais, plus dans un profil psychologique de la santé parce que mon directeur de master et de thèse, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'échanges avec Montréal, avec l'Université de Montréal. Et donc, il avait ce profil plus anglo-saxon ouais, dans l'approche. Et c'est ça qui me plaisait, très pragmatique, etc. Et psychologie appliquée. Mais donc, pendant ma thèse, j'ai dû faire beaucoup d'évaluations. On évaluait les patients c'était un travail de quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire ouais. quantifier les troubles et après les qualifier, les décrire. Donc, j'ai gardé cette casquette-là de bilanteuse, on va D'accord. dire. Ok. Donc, j'ai fait des bilans. J'ai fait des bilans de personnalité ou de tests de QI quand c'est Ouais, nécessaire. ouais. Euh, J'aime pas trop ça parce que la demande n'est pas toujours justifiée, mais quand elle l'est, je le fais. Et si ce n'est pas le cas, je dis au patient que je ne vois pas en quoi ça Je vois pourrait. pas la pertinence. Ok. Voilà, et s'il a envie de faire ça, ben, il va le faire, mais pas avec moi. Ouais. Mais je le fais, mais je fais beaucoup de suivi aussi, adultes et D'accord. adolescents surtout, avec une intégration de techniques différentes. Alors justement, tu es formé à quelle thérapie? Tu as été dans des instituts de formation? Ouais. Alors, je suis formée à l'EMDR. Ouais, En dehors mon diplôme et mon parcours académique, c'est la seule formation que j'ai fait d'accord. vraiment. Ok. Le reste, j'ai acquis avec mes maîtres de stage, avec des psychologues superviseurs avec lesquels j'ai été en interaction. Là, Ouais, je fais une formation MBCT d'accord. actuellement parce que c'est complémentaire à ce Pour que ceux j'utilise déjà pour dans ceux le qui ne cabinet. savent pas, c'est la mindfulness, la pleine conscience. Exact. Voilà, parce que c'est vrai que même en MDR, quand on développe certaines techniques en intégrant voilà, les différentes techniques qui utilisent des stimulations très lentes, Mhm. voilà, je pense qu'un peu de mindfulness, c'est important. Moi, je pratique à titre personnel depuis longtemps, mais D'accord. je trouvais que c'était intéressant de faire une formation avec quelqu'un Pour pouvoir l'appliquer après auprès des pouvoir patients. appliquer de façon plus encadrée. Ouais. Finalement, tes modèles théoriques, on va dire, donc on est sur le MDR, la pleine conscience. Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration dans ta pratique? C'est des modèles de la psychologie de la santé Mhm. en général, D'accord. donc, et de la régulation émotionnelle, Ouais, qui est l'héritage de mon directeur de thèse, en fait, qui ouais. était sur cette voie-là. Donc, j'ai acquis après des compétences par le biais de lecture. J'ai tout lu sur la thérapie des schémas, j'ai lu plein de choses. Ouais. Et Mais ce tu que l'enseignes ou pas alors? Justement, je me pardon. demande dans ta pratique, je me demandais si tu te servais de ces choses-là ou pas, Ah si oui, le oui, MDR et la pleine euh, conscience te suffisaient ou si tu venais piocher à d'autres endroits. Euh, alors, pour être très honnête, j'ai soyons construit mon honnêtes. parcours au fur et à mesure de ma Hein. pratique. C'est-à-dire que quand on sort de l'université, on sort, en tout cas, voilà, en France, j'ai l'impression que c'est comme ça, parce que j'ai les vécu comme ça, on Ouais. sort sans outils presque. On sort avec des théories, mais pas vraiment avec des outils. Ce que je trouve que c'est un peu incohérent dans la mesure où un psychologue est censé avoir des outils de travail. Donc, Oui, on oui. sort des théories. J'ai eu la chance d'être dans un cadre institutionnel et faire de la recherche, ce qui nous amène à beaucoup interroger et à chercher des choses très appliquées. Mhm. Euh, et donc, j'étais beaucoup dans la lecture, dans l'échange, dans la discussion avec les autres, et ça m'a permis d'acquérir certains outils, Ouais. justement, en observant que faisaient d'autres outils, en lisant beaucoup de choses, Ouais. etc. Et à intégrer cela dans ma pratique. Parce Et que quand je me suis c'est la question installée, que je me posais. Oui, ouais, je quand me je me posais suis la installée question de en savoir si ça. libéral, j'étais très
sur la théorie qui m'avait été donnée, c'est-à-dire, D'accord. voilà, j'avais toutes ces notions de sentiment d'auto-efficacité, la régulation émotionnelle, le coping, c'était dans ce cadre-là que je me situais, Ouais. et dans une approche plus cognitive comportementale, mais euh, voilà, d'orientation cognitive comportementale. Donc, D'accord. effectivement, les croyances, les émotions, le comportement. Donc, c'était ça mon axe de travail. C'est ce que je cherchais à observer chez le patient. Et justement, qu'est-ce qui fait que tu vas vers la thérapie des schémas à ce moment-là? Alors, tu me dis qu'il te manque Justement, il te manque quelque chose? c'est mes patients qui m'ont emmené vers la D'accord. thérapie. Donc, c'est les besoins des patients et peut-être ta difficulté à pouvoir aller vers eux qui t'a amené à lire d'autres choses, à t'inspirer d'autres modèles alors. C'est pas. Alors, je suis curieuse Ouais. et j'ai un esprit qui est tout le temps en train de s'interroger. Donc, je ne suis pas particulièrement attachée à un schéma, une technique particulière. Je D'accord. trouve que chacune a son intérêt à des Ouais. moments différents et dans des situations différentes. Donc, Ouais. parfois, je voyais qu'avec certains patients, même si c'était vrai dans l'absolu, euh, mon approche ne leur permettait pas de progresser de façon suffisante pour maintenir leur motivation. Et C'est-à-dire que tu auras un exemple à nous donner? Parce que je me dis que ce sera encore mieux d'avoir peut-être une petite vignette clinique qui nous montre qu'à un moment donné, bah, tu as mis ça en application, tu t'es dit que ça n'avançait plus trop et qu'il serait intéressant de faire quelque chose d'autre aux patients ou à toi en tant que thérapeute aussi. alors, pour la thérapie de schéma, par exemple, c'est Ouais, une patiente qui avait beaucoup de difficultés dans les relations interpersonnelles, ouais, euh, hypersensible, qui pleurait beaucoup pour tout, pour tout et rien. C'est-à-dire que dans les séances, on avait peut-être 2 tiers de la séance de pleurs. Et quand elle parlait, elle n'arrivait même pas à sortir ses mots presque. Et puis qui contrastait avec des réactions de colère et presque agressif vis-à-vis des autres. Donc, elle avait ce fonctionnement un peu très contrasté qui peut renvoyer à différents types de fonctionnement. Je voyais bien que le travail sur les croyances sur elle-même, l'estime de soi ou les comportements, justement de comportement, ça ne suffisait pas d'accord. pour l'aider à prendre de la distance émotionnelle. Donc, je commençais à lire, à explorer de façon, faire de la recherche bibliographique, en fait, un peu comme Ouais, je faisais à l'époque. Je suis tombée un peu par hasard sur un article qui parlait, alors ne me demandez pas quel article, ça fait longtemps, ouais, la thérapie des schémas, et à ouais, partir de là, j'ai décidé de lire des ouvrages sur la d'accord. thérapie des schémas, en anglais surtout. En français, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses, mais il y en a aussi. Ouais, Et j'ai commencé à appliquer les modes, en fait. J'ai trouvé le questionnaire, je lui ai fait passer un questionnaire sur les schémas pour identifier les schémas dysfonctionnels, les grands ouais, traits. Et je lui ai proposé en séance de parler d'elle à la troisième personne en parlant d'elle, Sarah vulnérable, Sarah en colère, et de me décrire comment ces différentes Sarah en elle réagissaient dans les différents types de situations. Et d'accord. avec ça, elle a pu commencer à parler plus facilement de cette problématique et prendre de la distance émotionnelle, donc être capable Hmm. donc, de justement faire le travail que je voulais faire dans une approche plus cognitive comportementale qui était identifier quel est le comportement qui renvoie à tel Tu as type trouvé un outil, de t'as trouvé schéma. un outil qui lui a permis d'aller plus loin que les premiers petits outils que tu avais en tête. En restant dans sa zone de tolérance, Ouais, c'est-à-dire que ouais. sans être trop activé, ni pas assez, mais de pouvoir justement surfer dans une zone qui était à peu près confortable pour elle, mais qui lui permettait quand même de dépasser sa zone de confort dans laquelle elle Hmm. était D'accord. enfermée. Voilà Très bien. pour. Dis-moi, est-ce que tu vois des limites possibles à l'intégration? Parce que je me dis que parfois, quand on en parle, on peut tous avoir tendance à se dire que c'est très bien, qu'on n'a qu'à prendre à droite à gauche. Est-ce que toi, tu vois des limites, des problèmes qui pourraient advenir par rapport à cette démarche ou pas? Certains, en étant très rigoureux, pourraient dire que c'est un peu la brocante, quoi, qu'on va chercher des trucs à droite à gauche et que c'est un peu trop mélangé.
Bah, je dirais que c'est un problème pour ces gens qui fonctionnent sous ce mode-là, Ah, effectivement. peut-être. On peut leur dire ça. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une certaine rigidité interne Oui, et qu'on que a tu besoin d'un proposes. cadre strict, on va avoir du mal avec Voilà, l'intégration. une rigidité que Daniela vous propose d'assouplir par la thérapie des schémas. Oui, ceci dit, moi, je suis de nature assez rigide Et tu l'as fait. Et tu et je l'as fait, pense, même si je tu es l'ai rigide. fait, je l'ai fait parce que je voyais un intérêt et que j'ai une ligne directive, c'est-à-dire que je ne serai jamais psychanalyste. Voilà, c'est comme D'accord. ça. Faut J'ai pas une aller trop loin. approche interne qui est euh, Ok. plus d'orientation cognitive comportementale. Maintenant, je ne suis pas contraire au fait que pour certains patients et dans certains contextes, certains concepts psychanalytiques ou une certaine approche psychanalytique peut apporter des meilleures réponses et des meilleurs résultats, en tout Ouais. cas d'accéder aux patients beaucoup plus facilement qu'une Hmm. autre approche. Et Et le tu t'es fait trouvé que des limites à toi, quoi. Tu t'es dit, je peux faire des choses, mais je peux pas tout faire, et ça, c'est pas je mon ne peux truc. pas tout faire. Maintenant, je ne peux pas me transformer en autre chose non plus, mais comment, au sein de cette, comment dire, euh, dans ce chemin qui est le mien, dans ce sillon qui est le mien, Ouais. est-ce que je peux intégrer des arbres sur les côtés pour rendre le chemin un peu plus sympa, un peu plus agréable et pas aussi raide qu'il ne l'était. Parce que quand Hmm. on a une seule approche et qu'on reste sur ça, on est un peu comme on fait avec les enfants aujourd'hui à l'école. Hein. Hmm. Il faut rentrer dans ce chemin-là et si vous ne rentrez pas, bah, c'est-à-dire que c'est pour le patient Ouais. aussi. Euh, Ouais. voilà, un thérapeute trop rigide renvoie au patient parfois la fausse idée selon laquelle on ne peut pas l'aider. Hmm. Ouais, bah Et ouais, je vois. les patients ne comprennent pas toujours que c'est pas qu'on ne peut pas l'aider, c'est que moi, dans mon approche et dans ce que je peux donner, je ne peux pas aider ce patient-là. Alors, Hmm. être dans une approche intégrative ne veut pas dire que je vais trouver des solutions à tous les patients Hmm. et que je serai le psy parfait et que je vais tout maîtriser. Mais ça apporte une souplesse en thérapie au fil des séances, au fil des rencontres avec les Ouais. patients, euh, qui, euh, qui rend le travail beaucoup plus euh, encourageant. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que quand on parle d'approche intégrative, il y a entre guillemets un terrain, il y a une pratique clinique, et puis il y a des théories qui ont été bien délimitées et bien différenciées. Puis parfois on picore, mais j'ai envie de dire les différences entre les théories sont aussi arbitraires d'une certaine manière, et on ne pourrait pas dire non plus qu'une théorie explique toute la réalité de toute façon. Donc, Non, si on renverse le problème, ça paraît assez logique d'avoir une pratique plus ouverte et qui dépasse un modèle en fait. Mais c'est oui, bien sûr. intéressant tout ce que tu dis. Ouais. Mais Oui, justement, je vais t'amener tout doucement vers des questions qui sont plus liées à la profession. Parce que tu parles de rigidité, donc moi je suis déjà en train de me demander si c'est un mot que tu vas réutiliser tout à l'heure. Mais alors, si on s'arrête sur la partie clinique et qu'on va sur la partie plus, comment dire, relative au métier, qu'est-ce que tu… Alors déjà, tu as le titre de psychothérapeute, je crois, si j'ai bien compris. je suis psychologue clinicienne, j'ai le titre de… J'ai Et tu, pas, oui, les psychologues en France, ils n'ont tu pas n'es pas, besoin de passer le titre de psychothérapeute. Ils ont tu n'es pas déjà allé le… le chercher, mais tu as la possibilité de l'avoir. Alors, si je comprends bien, en tout Oui. cas, sur la plaque professionnelle. Qu'est-ce que tu penses de la profession de psychologue en France? D'ailleurs, peut-être que tu as quelques comparatifs à faire avec le Brésil, je ne sais pas. Hein, tu t'es pas formé là-bas, mais tu as peut-être des choses à dire. Et puis, le titre de Alors, psychothérapeute, qu'est-ce que tu en c'est drôle penses? parce que quand tu as posé la question, je me suis sentie un peu comme mes patients et je me suis vue me Ouais. demander qu'est-ce que tu ressens quand tu entends cela et à C'est-à-dire? quel endroit de ton corps tu le ressens. Quelle est l'émotion? Ah ouais? Et donc, C'est ça. c'est quoi de la C'est-à-dire, joie? donc, moi, je l'ai senti là, dans la poitrine. Je me D'accord. suis sentie serrée et l'émotion, c'est un mélange de peur et de détresse, en fait. Voilà ce qui m'évoque le métier de psychologue en France. Alors, avec Zoom, à distance, en 5 minutes, je peux créer une détresse chez un collègue, juste avec une question.
juste en lui demandant ce qu'il pense de son métier. Et là, il est en détresse. C'est ça. Alors, c'est pas moi qui suis en détresse, mais il y a une partie de moi, la Ouais, partie de moi qui, effectivement, est rattachée à ce métier-là et qui est. Et pourquoi peur et détresse? Parce que d'abord, je pense qu'on sommes menacés. Et ça, c'est une réalité. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le métier de psychologue est menacé. Et il est menacé par plusieurs choses et pour plusieurs raisons. Et la peur, c'est parce que d'abord la peur de cette menace-là, mais aussi la peur du changement. C'est-à-dire que je trouve que dans la façon dont notre métier est mené aujourd'hui, euh, on manque d'audace. d'accord. Et on manque d'audace parce qu'on a très peur du changement qu'il faudrait entamer pour avoir cette audace-là. C'est un Donc, peu paradoxal quand même que des psychologues amènent les patients à réinventer leur vie et à se transformer et à oser, et qui seraient des petits vieux rigides qui auraient peur de la menace. exact, voilà. Non? D'où mon commentaire sur, sur LinkedIn l'autre jour, où je disais effectivement qu'il fallait que, il était grand temps que les psychologues emmènent leur métier chez le psy pour travailler Ouais. le schéma de vulnérabilité, d'imperfection et de honte Comment? Mais alors, qui comment les t'expliques conduit ça sans alors? cesse à se justifier, Ouais. à demander, à être gentil. Non, on a fait ça, je suis gentil, moi. J'ai vu plein de gens gratuitement, je fais du bénévolat et je suis là pour tout le monde. Non, nous sommes des professionnels. Moi, j'ai fait beaucoup d'années d'études. Ça m'a coûté beaucoup de temps. Ça m'a demandé du travail personnel et intellectuel. Ça m'en demande chaque jour. Parce que quand je suis là avec un patient, je ne suis pas là en train de rêvasser. Ça me demande un effort cognitif important. Je suis là en train de l'écouter dans une écoute attentive et analytique, pas dans le sens psychanalytique, mais voilà, d'analyse vraiment. Donc, ce n'est pas un travail qui peut être fait par tout le monde. Et aujourd'hui, le sentiment que j'ai, c'est qu'en France, le métier de psychologue, c'est un peu, voilà, tout le monde peut en faire. Et ça, on le voit dans la législation, c'est-à-dire que on est dans un contexte où le titre de psychologue est protégé, mais pas la pratique de la psychologie. Qu'est-ce que cela veut dire, en gros? À quoi sert mon titre de psychologue? Concrètement, pas grand-chose. Voilà. Dès lors où j'entends des patients, je suis allée chez une sophrologue, elle était un peu psy aussi. Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que je peux lui faire un procès? Non, parce que la pratique de la psychologie n'est pas interdite. Donc, voilà, tout le monde peut en faire. Euh, donc, il manque de cadre. Donc, c'est-à-dire Qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à ça quand je t'écoute? Parce que je me dis que on va pas pouvoir mettre des procès-verbaux à toutes les sophrologues qui sont un peu psy. Donc, comment on peut comprendre ce problème un peu plus largement? je pense qu'il faut marquer la différence et la spécificité du psychologue en Ouais, exigeant une formation et un accès au titre beaucoup plus encadré et strict qu'il ne l'est aujourd'hui. Et c'est-à-dire, c'est là où la rigidité, elle joue, c'est-à-dire que, et les peurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois que pour beaucoup de personnes, la formation de psychologue, c'est-à-dire l'entrée à la faculté de psychologie, c'est un peu, je ne sais pas trop ce que je vais faire. De toute façon, je ne suis pas bon en maths, je ne suis pas bon aussi, peut-être psychologie, on va me prendre. Et c'est ce qui se passe. donc tu parles du Donc, il y a recrutement. oui, Tu parles du c'est recrutement à l'université alors. le recrutement à l'université, déjà, OK, quand on donne une chance, parce que il faut bien que tout le monde puisse tenter sa chance. Et pourquoi pas avoir un désir naissant d'être psychologue. Mais je pense que le passage entre la licence et le master, déjà le master 1, manque aujourd'hui de sélectivité. Alors souvent, on nous dit que la sélectivité, elle est trop dure. Si j'étais une université, je te dirais que la sélection, elle va se faire naturellement, que ceux qui sont pas bons vont partir. Tu vois? Oui, oui, oui. Donc j'en arrive à une question
que je pose rituellement. Si tu devais tout remettre par terre, tout le système, qu'est-ce que tu ferais de différent alors? Ok, donc dans ce cas-là, je répondrai à l'université. Ok, donc le problème, c'est pas l'université, le problème, c'est l'accès au titre de psychologue. Alors pourquoi est-ce que un, on n'exigerait pas le doctorat pour accéder au titre de psychologue? Parce que faire un doctorat, c'est quelque chose qui, là, pour le coup, est très sélectif. Un Ouais, master, ça dépend beaucoup du maître, oui, de ton oui, directeur de master, du ouais. contexte institutionnel dans lequel tu te trouves. Hmm. Tu es un peu porté. Un doctorat, il faut montrer et acquérir un certain nombre de compétences, et notamment cette capacité à s'interroger, qui manque, je pense, et qui est Là, essentielle je pour beaucoup comprends, mais de... un doctorat, notre doctorat en psycho, c'est un doctorat de recherche. Tu vois, le doctorat en médecine est beaucoup plus simple. Hein, je Mhm. sais pas, les gens, je sais pas ce qu'ils imaginent, mais le doctorat en médecine est beaucoup plus simple que le doctorat en psychologie. Mais le doctorat en psychologie, c'est vraiment monter une recherche aussi. Est-ce que ça peut paraître logique pour un clinicien de, je vais le dire comme je le pense, hein, se taper 3 ans d'études quantitatives avec des statistiques? Je sais pas, tu Moi, vois. je pense que c'est totalement Ça m'a cohérent. apporté quelque chose personnellement, hein, j'ai récupéré des éléments qui ont alimenté ma clinique, mais je peux pas dire que, je peux aussi dire que ça m'aurait servi plutôt pour être enseignant permanent à l'université, mais j'y aurais pas forcément trouvé un approfondissement clinique par rapport à ma pratique, quoi. Alors, Ça m'a fait le lire. doctorat, il n'est pas censé apporter un approfondissement clinique par rapport à Ouais, la pratique. Il est ouais. censé apporter des outils de pensée et apprendre à s'interroger sur ce qu'on est en train de faire, pourquoi on le fait, pourquoi je me pose cette Mhm. question, pourquoi je pense qu'il y a cette réponse-là. Avec une optique Je de pense recherche, avec une optique d'efficacité, de démonstration par les statistiques la oui, plupart du temps. Donc, je ne mais sais pas, tu vois ce que je veux dire? Moi, je me dis que tout le monde n'aurait pas voulu y passer et que tout le monde n'y aurait pas trouvé forcément son compte. Quand on n'utilise aucun test, par exemple, et qu'on est psychothérapeute au cabinet, je ne suis pas sûr que mon doctorat aurait éveillé tout le monde. Tu vois, donc c'est la question de la forme du doctorat, moi, qui m'interroge oui, beaucoup. c'est la question de la forme, mais c'est aussi la question du thème Ouais. sur lequel on travaille. Et il y a Ouais. des thèmes de doctorat où on n'est pas uniquement dans l'évaluation quantitative des Ça peut être choses. dans du qualitatif, oui, c'est sûr. On Ouais, peut faire des recherches qualitatives, ouais, mais je pense que la démarche de thèse, ouais, elle implique la mobilisation d'un certain nombre d'outils de réflexion ouais. qui sont très intéressants pour un clinicien. Parce que quand on est clinicien, et surtout quand on est en libéral, mais aussi en institutionnel, parce que les psychologues à l'hôpital, par exemple, sont très seuls. Hein. J'ai déjà été à l'hôpital. Il y a le collège des psychologues, mais personne n'y va au collège des psychologues. Quand ils y vont, c'est pour se défendre les uns contre les Ouais, autres, parce que tout le monde oui, a peur de pas être sa place. j'ai un bel Quand- exemple de cela où, en fait, au collège des psychologues, c'était dans le sud de Paris, le collège fermait la porte à tous ceux qui n'étaient pas fonctionnaires en CDI. Et comme la majorité était en CDD, bah, on leur disait qu'ils n'avaient pas le droit de venir. Donc, les Vous savez, psychologues se sélectionnaient entre eux. Et donc, il y avait 5 personnes dans la pièce alors qu'on était une trentaine. Voilà. Donc, j'ai une anecdote. Quand je suis arrivée à Necker, ouais, c'était en 2008, ouais, j'étais en master 2. Je n'avais même pas mon titre de psychologue encore. Je suis allée pour faire mon master 2 et puis après, j'ai enchaîné sur le doctorat. ouais, Et quand je suis là, peut-être c'est la troisième semaine, j'étais là pour faire de la recherche, pour recueillir des données. J'ai ouais, un appel d'une psychologue d'un service qui collaborait avec. J'étais dans un centre de référence et il ouais. y avait plusieurs services qui contribuaient. J'ai l'appel de la psychologue de ce service-là. Et elle me dit, oui, je suis machine bidule, je suis la psychologue. Je me dis, ah oui, bonjour, enchantée. Elle a dit, oui, je vous appelle pour vous prévenir qu'il ne faut pas monter sur vos talons. Ce n'est pas parce que vous venez d'arriver qu'il faut, alors que je n'avais jamais rencontré, jamais vu. Donc, elle a appelé pour me prévenir qu'il fallait que je reste à ma place, Ouais. que j'étais là pour faire de la recherche et qu'il était hors de question que j'envisage quoi que ce soit parce Ouais, qu'elles se sentaient menacées. Donc d'accord. voilà le climat
de réception des Ouais. psychologues entre eux. Aujourd'hui, Ah oui, et puis j'ai envie de dire, dans ce genre d'histoire, moi, j'ai pas spécialement envie d'attribuer des intentions malveillantes de certains. Je me dis qu'on est dans un système comme ça. Ceux qui étaient dans le collège de psy dont je te parlais, bon, pour moi, ils ont un comportement idiot, mais je me demande comment ça se fait qu'on en arrive là, en fait, à avoir, comme on dit, des luttes fratricides. C'est-à-dire que le psychologue en face, il représente une menace et il faut que je m'en défende. Et alors qu'on est censé être d'une même profession et que, bon, a priori, on peut tous réussir à bosser ensemble. Mais moi, je me pense demande comment que ça se fait qu'on en arrive à peut-être s'entretuer intellectuellement. Ça, on est très bon pour ça en France, mais parfois même un peu plus concrètement. Comme toi, tu as reçu un appel ou comme moi, je peux pas rentrer dans une pièce parce que j'ai pas le bon contrat, quoi. c'est la peur, la peur qui génère ce type C'est la de peur de comportement. quoi? La peur de quoi? La peur d'être exclu, la peur de ne pas Ouais, avoir son salaire à la fin du mois, de ne pas avoir son ouais. poste. Oui, je pense que il faut pas fermer les yeux. C'est-à-dire que quel est le salaire moyen des psychologues en institutionnel aujourd'hui? Ouais, moi, je me rappelle que mon salaire, quand j'étais à l'hôpital temps plein, c'était 1 492 € net. Est-ce que c'est quelque chose de suffisant pour Oh, vivre c'est quand largement suffisant pour faire une semaine, oui. Non, non mais c'était très compliqué bien parce sûr. que Alors, 1 492 € quand on a bac plus 8. Et je me rappelle qu'à un moment donné, j'étais à mi-temps. Donc, comme j'ai déjà dit dans une autre interview, 750 € pour trouver un loyer à Paris, c'est pas c'est un possible. peu compliqué. Voilà, C'est un ouais, peu exactement. compliqué. Ouais. Donc, il y a de ça. Donc, bon, c'est pour ça aussi que je me suis mise en libéral. C'est-à-dire que déjà, j'avais plus envie de ce climat-là. Le climat de recherche aussi, ça m'a un peu fatiguée parce que j'étais la psychologue qui faisait de la recherche et j'étais la psychologue qui défendait bien sa part dans les papiers, etc. Donc, Ouais. Ouais. j'étais pas facile à gérer non plus. Ouais. Euh, Donc, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai fini ma thèse. Maintenant, on me demande de faire la même chose chez l'enfant. Je n'ai pas envie de ça. J'ai envie d'appliquer des choses. C'est pas ici. On ne me donne pas la place pour le faire ici. On voulait que je reste psychologue de recherche. Je suis allée voir ailleurs. Et ailleurs, je n'ai pas trouvé avec un salaire qui me correspondait. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais construire mon propre chemin. Oui, bien sûr, on peut trouver tous les arguments possibles et imaginables pour justifier aussi bien le fait d'exiger un diplôme de doctorat pour l'accès au titre de psychologue ou pour ne pas le faire. Et c'est tant mieux, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut voir les choses de différentes manières. Mais aujourd'hui, le seul moyen de différencier euh, un psychologue qui a un parcours de formation qualitatif et qui est différent du médecin généraliste ou de je ne sais pas qui a fait 400 heures, je pense que c'est de formation et qui a son titre de psychothérapeute. C'est quoi la différence en fait? Hmm. C'est quoi la différence entre le médecin généraliste qui obtient un titre de psychothérapeute et un psychologue qui a fait 8 ans d'études? Alors, si tu devais faire un exercice de projection, comment tu vois la profession dans 10 ans, par exemple? Je la vois pas bien, pas mieux qu'aujourd'hui. Pas mieux qu'aujourd'hui. Non, je ne D'accord. vois pas mieux qu'aujourd'hui parce que je pense qu'on n'est pas prêt Ouais. d'accepter ce type de changement-là. C'est-à-dire on va effectivement avoir ce genre de discours. Oh non, mais moi, je ne vois pas l'intérêt de faire un doctorat. Moi, ce que je veux, c'est faire de la clinique. Je ne vois pas l'intérêt. Bah, j'ai envie de dire, enfin, a priori, on ne posera même pas la question puisque c'est les formations qui changeraient. Après, peut-être que tu évoques l'obligation qu'auraient les cliniciens déjà diplômés de passer un doctorat. En tout Non, cas, je dans pense d'autres que pays, ça a les été réglé cliniciens cette histoire facilement. Je pense que les cliniciens qui sont diplômés, il va falloir qu'ils restent ce qu'ils sont. Mais je pense qu'il va falloir instaurer un changement pour que les générations futures, c'est pour ça que dans 10 ans, je ne la vois pas mieux. Peut-être que dans 30 ans, ça Ah. ira mieux. Mais dans 10 ans, non, parce qu'on n'aura pas le roulement suffisant pour renouveler Hmm. cette masse de psychologues qui est déjà là. Ouais, Euh, ouais, d'accord. donc, Au Brésil, c'est pareil?
Alors, Je ne sais pas si tu as des infos, hein, mais je me dis, tiens, ça peut être intéressant. oui, alors, je connais très peu, à vrai dire, parce que j'ai passé plus de temps en France qu'au Brésil maintenant. Mais ce que je sais, c'est que dans la formation au Brésil, il y a quelque chose d'intéressant. Ah, euh, on c'est écoute. que, euh, aussi bien dans l'université publique que dans les universités privées là-bas, parce qu'on en a aussi, il est prévu à un certain niveau de la formation, je pense à partir de la quatrième année, quand ils sont au master, qu'il y ait une sorte d'ambulatoire où les étudiants peuvent voir des patients sous la supervision euh, de leur Comme au professeur. Canada. Au Canada, c'est pareil. Exact. Et que ça leur permet justement de se poser toutes ces questions cliniques, de méthodes, d'outils, avec différents enseignants de différentes disciplines dans la psychologie, c'est-à-dire qu'il y a celui qui est psychanalyste, il y a celui qui est d'une approche plus psychologique de la santé, et Ouais. donc ça permet de sortir de cette université plus armé que nos psychologues ici en France, Ça, où la formation ça, est effectivement. ça aurait été mon rêve, hein. Ça aurait été mon rêve, mais bon, en tout cas, Je pense que c'est absurde qu'on puisse dire c'est un rêve, parce que pour moi, ouais. c'est juste cohérent. Oui, oui, C'est-à-dire non, que mais je sais que c'est cohérent. Et puis quand tu vas dans d'autres pays, c'est ce qui se fait naturellement. Et puis tu as des gens comme dans la première interview, Michel Roy qui te raconte ça. Donc moi, je le sais, je l'ai vu et puis je l'ai vécu au Québec. Mais c'est agaçant au bout d'un moment de se dire que, bah oui, tout le monde agit de manière cohérente à un moment donné, mais qu'en France, on est plus obligé de le rêver. Et comme toi, tu vois, on se dit que dans 10 ans, ce sera peut-être pareil, en fait. ah non, je sais pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Tu t'es bien ça va. intégré à la France, en tout cas. Parce que J'ai la parce que tu gardes satisfaction. un pessimisme sur les capacités françaises, tu as envie, mais tu te dis que dans 10 ans, ce sera pareil. Donc, bon, C'est pas un pessimisme, hein. Alors là, je vais pas plaire à tout le monde, mais c'est juste. du réalisme, ça y est, tu vas C'est du tu- réalisme, c'est-à-dire que j'ai observé assez longuement comment ça se passe à ce niveau-là pour les psychologues, hein, je veux dire, ouais. pour voir que non, on ne va pas bouger. Hmm. Bien sûr que non. On ne va pas bouger sur. Voilà. Et si on bouge, ça ne sera pas forcément dans le bon sens. Ça sera euh, une impression d'avoir bougé, mais en fond, les choses vont continuer les mêmes parce qu'il Hmm. faut pas, faut plaire à tout le monde, il ne faut pas Et frustrer. on plaît à tout le monde, là, tu crois? Euh, non, on ne plaît pas à tout le monde, mais on protège pas mal de gens d'une certaine frustration. Ah, d'accord. Ok. D'accord. Ok. Hmm. Donc, je pense que, voilà, de toute manière, de manière générale, les psychologues ne se respectent pas. Donc, on continue encore une fois, de vidéo en vidéo. Tu les as pas encore vues, elles vont être publiées, mais je dis qu'à un moment donné, on est en train de faire la psychopathologie du psychologue. Et oui, je crois que ça fait partie des éléments de problèmes peut-être à travailler un jour. Voilà. Oui, alors, problème à travailler un jour, c'est-à-dire que combien de psychologues fraîchement diplômés qui s'installent en libéral parce qu'ils ne trouvent pas de travail ailleurs le font sans aucune supervision. Mhm. On n'a aucun moyen de savoir. C'est-à-dire que tout le monde peut dire, moi je fais ma supervision. Mais Mhm. concrètement, on n'a aucun moyen de contrôler cela. C'est-à-dire on n'a aucun contrôle des pratiques. On n'a aucun contrôle de rien du tout. Mhm. Euh, et donc, quand on n'a pas de... alors, je parle de l'ordre, Mhm. c'est-à-dire on n'a pas d'entité Ouais, qui réglemente et contrôle ouais, objectivement les choses, comment veut-on être défendu ouais. lorsqu'il y a une attaque du métier comme celle qu'on subit tout le temps. Donc, Ça me fait ça, penser, et j'ai oublié le terme, mais les Américains parlent mais je crois que c'est même les psychanalystes américains, de pratiques contrôlées. Je ne me rappelle plus du terme exact en anglais, mais il y a quelque chose comme ça, ouais. C'est-à-dire que la supervision, c'est un contrôle aussi d'une certaine manière, c'est aussi un accompagnement. Mais bon, après, je crois qu'il y a un syndrome français à ne pas vouloir se faire évaluer, se faire contrôler, se faire ordonner, etc., quoi. Mm. peut-être,
Parce que Peut-être il y ça a veut de dire ça. s'exposer aussi. Exact. C'est pour ça que je te remercie aussi. Tu vois, quand tu me parles de ta pratique, bah, je pense que certains ont peut-être des angoisses par rapport à ça et ne veulent pas en parler, quoi. Ah non, je pense que c'est pas facile d'entendre quelqu'un vous dire je suis pas d'accord avec cette manière de faire là Mm. parce que ceci cela et c'est pour ça que l'intérêt du doctorat c'est Mhm. parce que quand on fait un doctorat on s'expose Mm. on va s'exposer Mm. c'est-à-dire qu'un doctorant il est censé développer une certaine idée sur un sujet élaborer des hypothèses, trouver le moyen d'y répondre et après aller expliquer comment il en est arrivé là à tout un tas de gens qui sont experts ou pas, qui sont de son métier ou pas et qui vont avoir leur avis à donner là-dessus. Mm. Et sur le plan narcissique, c'est pas facile à Très encaisser. facile. Sur le plan intellectuel non plus, Ouais. mais c'est extrêmement enrichissant et constructeur. Et ça renforce, c'est-à-dire que ok, d'accord. Pourquoi on me dit cela? Pourquoi est-ce qu'on est en train de me dire que ce que je suis en train de faire n'est pas assez bien? Euh, Si tu devais donner un conseil aux futures générations, à part de faire un doctorat, qu'est-ce que tu leur dirais d'autre alors? faites des supervisions. Ouais. Faites-vous superviser. Oui, mais on va te dire, je cherche où un superviseur? Ah, bonne question. Mm. Allez déjà faire une thérapie. Mhm. Je pense qu'il faut, c'est-à-dire que moi, mon superviseur, c'est des gens que j'ai rencontrés au cours de mes stages. C'est-à-dire Ouais. que ce sont parfois des gens qui ont été mes maîtres de stage, etc. Ce sont des gens avec lesquels j'ai appris des choses. Donc Je ça, pense c'est le triptyque de Daniela. Donc c'est doctorat, thérapie, supervision. exact. Voilà. Mais je reste très sceptique, hein, En plus, de toute manière. si tu devais refaire ton parcours, tu changerais quelque chose? Euh, Ça va être ma dernière question. Mais peut-être tu auras des choses à ajouter. Mais voilà, si tu devais revoir ton chemin avec tes arbres, est-ce que tu reprendrais d'autres routes? Est-ce oui, que je referai quelque chose. Alors, je serais peut-être allée faire mon doctorat ailleurs qu'en France. où ça? Au Canada, probablement, ou Mhm. dans un pays anglophone, aux États-Unis ou en D'accord. Angleterre. Voilà, puisque leur manière de communiquer, de penser me correspond. Quand je cherche une documentation, je trouve souvent des choses canadiennes très bien développées et structurées et très pro, en fait. J'ai je suis inscrite à une plateforme de partage d'outils pour psychologues qui est anglo-saxonne. C'est quoi la plateforme? Parce qu'on va me demander de te demander après. Donc, quoi? Ça s'appelle Psychological Tools et c'est D'accord. une plateforme où il faut payer un abonnement annuel, Ouais. mais on va avoir des outils de pratique TCC par exemple, mais aussi des livrets explicatifs de guidance en fait pour les D'accord. patients sur la Ok. dépression, etc. Ok. Donc c'est assez bien fourni. On peut télécharger les templates et les traduire en français quand c'est pas le Ouais. cas, mais Ouais. voilà. Donc Ok. c'est très intéressant, mais en France, on n'a pas ce genre de... Donc, c'est la culture peut-être anglo-saxonne qui te manquait, son mode de fonctionnement, d'élaboration qui t'a manqué par rapport à ta thèse française. D'être pragmatique. C'est-à-dire que la question, c'est pas je suis psychanalyste, je suis cognitive comportementale, je suis ceci, je suis cela, donc je fais que ça. C'est j'ai un patient en face de moi. Voilà ce qu'il me donne comme problématique. Qu'est-ce que j'ai pour lui répondre? Est-ce que c'est suffisant? Non. Qu'est-ce qui pourrait être suffisant? Je vais chercher. Et c'est Mm. ça, c'est cette démarche-là de chercheur qui Mm. manque. Je vais Mm. chercher. Où je vais chercher? Dans la psychanalyse, peut-être, je vais parler avec un collègue psychanalyste. Je vais lire des choses. Je vais revenir là dans mes années d'études
derrière, qu'est-ce qu'on me disait? Ça m'évoque quoi? C'est-à-dire qu'on est censé avoir tout ce bagage-là parce que quand j'ai fait mes études à René Descartes, il n'y avait pas une orientation ou ceci ou cela. C'est vrai qu'en France, la psychanalyse reste quand même très présente dans la formation. Mais j'ai entendu d'autres approches aussi. Il y avait l'approche de mon directeur qui était plus cognitive comportementale. Ouais. Il y avait d'autres choses. Il suffit d'être ouvert, Hmm. ouvert d'esprit et avec les oreilles bien ouvertes pour Ouais. entendre ce qui Ouais. se dit autour. S'intéresser. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on connaît sur le cerveau? Qu'est-ce que les neurosciences nous disent? Mhm. Voilà, je suis tombée dans un article pour cette patiente dont je t'ai parlé tout à l'heure encore, qui disait, voilà, ils ont fait une étude en demandant aux gens de penser à des personnes qu'ils connaissaient, qui étaient plus ou moins proches d'eux, mais des personnes avec lesquelles ils entretenaient un lien, Mhm. des stars de télé, et à eux-mêmes. Et ils ont enregistré l'activité cérébrale chez des gens qui étaient plutôt, se sentaient bien socialement et des gens qui se sentaient toujours tout seuls, pas Ouais. connectés avec les autres. Et Hmm. on a montré que chez ces derniers, euh, c'est les mêmes régions du cerveau qui étaient activées quand ils pensaient aux gens qu'ils connaissaient et aux stars. C'est-à-dire qu'il y a une distanciation émotionnelle. C'est cérébral, c'est là. Il y a Hmm. quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, est-ce que, puisque le MDR, c'est une méthode de stimulation bilatérale et de retraitement des informations, est-ce que faire Mhm. cette patiente-là penser à ces personnes avec lesquelles elles ne sont pas connectées et faire des stimulations, est-ce que ça va avoir un effet? C'est une démarche totalement expérimentale de ma part, Mhm. mais que je suis tentée à utiliser en clinique. Je vais l'expliquer quelle est mon idée et elle va consentir ou pas. Hmm. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de psychologues, peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, qui se sentent libres et d'avoir ce type d'approche, de pensée, de dire, Hmm. OK, bah tiens, j'ai vu un truc intéressant, j'ai lu quelque chose d'intéressant, donc quelque chose qui n'est pas de mon domaine. Moi, je ne suis pas neuroscientifique, Hmm. mais je Ouais. me dis intéresse parce que c'est complémentaire. Ça Hmm. parle du cerveau et le cerveau est au cœur de ce que je traite Ouais. là, dans mon cabinet. Donc, je suis dans l'obligation presque de m'y intéresser, d'être ouverte. On n'est pas Ouais. figé. Si tu devais dire un dernier mot aux psychologues français, parce qu'il y a 60 000 personnes qui vont écouter ta vidéo, donc qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur dire? Euh, alors, moi, quand je vais courir, Ouais. je cours à 40 minutes à 1 heure. Et à chaque fois, je choisis soit un podcast de philosophie, soit d'autres choses de neurosciences, ou alors je vais écouter quelque chose qui va m'apporter quelque chose de nouveau, qui puisse me servir personnellement ou bien dans ma pratique. Je D'accord. m'instruis et je m'ouvre à des choses Ouais. euh, qui ne font pas partie de ma zone de confort. Donc, Donc, si j'avais un conseil à donner, c'est de euh, courir. Ta suggestion, c'est aux gens de faire oui, du sport. aller au-delà de ce qui est connu, Ouais. Ok. écouter d'autres personnes, Ok. Bon. au lieu de juger, juste écouter. Ouais. Qu'est-ce que le psychanalyste a à dire? Comment il le dit? Hmm. Euh, Comment je dirais cela? Est-ce que c'est aussi différent? Je pense pas. Au fond, ce sont des langages différents, mais on parle de l'humain, on parle de cette souffrance. C'est la même, en fait. Ouais, j'entends bien une logique anglo-saxonne derrière que je connais très bien. Je ne sais pas Oui. si ça parlera aux franco-français pur jus, mais oui, je vois bien. Hmm. Bon, bah c'est super, c'est un bon message. Est-ce qu'on a Bah, fait le tour? je sais pas. Hein. On a fait le On tour, verra je bien. pense. Ouais. En tout cas, je te remercie d'avoir répondu à ces questions. Ça va être une pierre de plus à l'édifice. Et puis, ce sera mis en ligne d'ici quelques semaines. Je vais te tenir au courant par rapport à ça. Et Ok. donc, je continue à tendre le micro un peu à tout le monde. J'espère trouver des gens qui seront comment dire,
peut-être parfois contre la démarche ou qui auront des choses encore plus subversives à apporter parce que je suis un peu embarrassé depuis quelques vidéos à voir que tout le monde semble un peu d'accord, ce qui rend les choses encore plus folles pour moi. Parce que quand on est tous d'accord pour faire quelque chose d'autre et que personne ne le fait, Mais bah, ça... c'est exactement ça. On est tous d'accord qu'il faut faire quelque chose pour que les statuts, la reconnaissance du psychologue change. On est tous d'accord. Bah, Voilà. apparemment, Eh oui. le mystère. En tout cas, je Non, te remercie pour tout. Et puis, je te souhaite une très bonne journée. merci à toi aussi. Et puis, j'espère que tu te retrouveras dans d'autres débats. Et à l'avenir, il y aura peut-être des débats avec plusieurs personnes. Ça pourrait être intéressant de rapprocher des gens et qu'on sorte du dialogue, mais qu'il y ait une circularité un peu et qu'on puisse échanger à plusieurs. Voilà. Et bon, bon courage Je te pour tes remercie pour enfants. tout, en tout cas. À bientôt. À bientôt. Au revoir.